Bonjour, Sciences et Vie reçoit aujourd'hui Dominique Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire une thèse au laboratoire de psychologie sociale de la cognition du CNRS et de l'Université Blaise Pascal. Alors vous êtes un psychologue social. Qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale? Alors la psychologie sociale est, pour résumer d'une manière assez concise, l'étude scientifique des comportements humains en société. Plusieurs branches, l'étude des perceptions. Par exemple, c'est comment se forme-t-on une image des groupes, les stéréotypes ou tous ces phénomènes-là. C'est les influences sociales, l'influence minoritaire, l'influence de la majorité, comment on va se conformer, comment on va se laisser influencer. Oui. Et les influences vont être à long terme ou à court terme selon qu'elles sont majoritaires, c'est-à-dire du suivisme souvent, Oui. ou minoritaire. Et les relations sociales, notamment les relations intergroupes, comment on va favoriser son propre groupe ou non, selon les statuts, selon certaines dimensions. Donc ce qu'il faut préciser, donc c'est une discipline scientifique. Oui, avec des méthodes scientifiques. Avec des méthodes scientifiques qui datent d'à peu près un siècle et qui est développée, on va dire, de façon... c'est assez récent en France, même si le principal inspirateur, Gustave Le Bon, au XIXe siècle, était français. C'est quand même une discipline qui s'est développée surtout aux États-Unis et dans les années 30 et après-guerre. Oui. Alors discipline scientifique avec des méthodes scientifiques extrêmement rigoureuses, donc très différent de la psychologie quand on va chez son thérapeute, etc. Ça n'a pas grand-chose à voir. Alors vous, votre travail de thèse, c'est l'influence du pouvoir sur la désinhibition comportementale. Alors d'abord, il faut que vous nous expliquiez ce que vous entendez par pouvoir et pouvoir social en particulier. Donc le pouvoir social, c'est vrai que des définitions du pouvoir, on peut en trouver par milliers sur Internet. Ce qu'on entend, nous, en psychologie sociale par pouvoir, c'est l'aptitude qu'a un individu à accorder des récompenses. Alors les récompenses peuvent être matérielles ou immatérielles. C'est par exemple, ça peut être la note donnée par un professeur à son élève. Ça peut être la promotion accordée par un patron à son employé, ou à refuser ces récompenses, ou d'administrer des sanctions, qui là également peuvent être, par exemple, un blâme d'un... Donc c'est récompense ou sanction administrée par quelqu'un. Voilà, c'est ça, d'un niveau hiérarchique supérieur. Et alors, la désinhibition comportementale, qu'est-ce que c'est ? Alors la désinhibition comportementale, c'est vrai que le terme désinhibition est un néologisme, il n'existe pas dans le dictionnaire français. En anglais, il a souvent été employé dans le domaine de la psychiatrie, mais nous, ce qu'on entend en psychologie sociale, c'est le fait d'agir comme on le souhaite, en fonction de ses états internes du moment, c'est-à-dire sans se soucier des contraintes et des contraintes de l'environnement et des normes de la société. Alors évidemment, il y a un lien entre pouvoir et désinhibition ou inhibition comportementale. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que quand on est en situation de pouvoir, on se permet plus de choses plus facilement ? Alors selon certaines circonstances, c'est justement l'historique des conséquences du pouvoir sur le comportement humain. Pendant des années, on va dire des années 60 aux années 2000, il y avait, je vais pas dire une pensée unique dans le domaine scientifique, mais l'idée principale était que le pouvoir conduisait à la perversion des individus. Donner du pouvoir à un individu dans un domaine hiérarchique allait forcément en faire un tyran. Et cette vision a dominé le champ scientifique pendant à peu près une quarantaine d'années, qui fait que très peu de recherches ont été menées sur ce thème. Et à la fin des années 90, début des années 2000, plusieurs chercheurs se sont demandé si c'était une fatalité, la corruption, la perversion par ce pouvoir, ou s'il n'y avait pas des circonstances dans lesquelles le pouvoir pouvait amener à n'a pas forcément corrompre l'individu. Et à partir de là, à partir de différentes recherches, des chercheurs américains en 2003 ont proposé un modèle. Selon eux, le pouvoir allait activer deux systèmes psychologiques différents. L'un qu'on appelle l'approche, c'est-à-dire la volonté d'agir. Oui. L'autre, quand on est en absence de pouvoir, l'inhibition, un système d'inhibition. Et ces deux systèmes allaient avoir des conséquences différentes, tant sur nos comportements, sur nos émotions, sur nos perceptions.
Et la désinhibition vient justement dans à la suite de ce modèle. La désinhibition est vue comme une résultante de l'activation du premier système, c'est-à-dire en situation de pouvoir. Le système d'activation d'approche psychologique serait mis en marche, on va dire, oui, et entraînerait différents comportements, différentes émotions, des émotions positives, et dans les comportements, notamment la désinhibition comportementale. Alors, ce genre de recherche, ce genre de travaux, quelle sorte d'applications concrètes on peut en tirer, des applications très pratiques? L'application pratique que l'on peut donner, c'est par exemple l'étude de tout ce qui est par exemple harcèlement moral, oui, ou harcèlement sexuel au travail. Donc pratiqué par des gens qui sont en situation de pouvoir. En situation de pouvoir, qui est là donc par exemple une corruption, une perversion du pouvoir sur le, oui, comportement de l'individu, et de savoir justement en étudiant dans quelles conditions de pouvoir, avec quelles responsabilités, avec quel contre-pouvoir on peut diminuer ce genre de comportement. Voilà une application pratique que l'on pourrait donner à nos recherches. Et donc d'autres études en perspective. Dominique Leroy, merci. On vous retrouve la semaine prochaine avec des exemples plus précis.